Je vais vous parler ce soir, ce dimanche soir 28 décembre, de la notion de réfutabilité ou de falsifiabilité associée au nom de Popper, et dont nous parle notamment Luc Ferry dans ses Sagesses d'hier et d'aujourd'hui parues chez Flammarion. Il dit, voyez par exemple l'astrologie. Lisez de près les horoscopes et vous verrez que presque toujours, ils font bien attention de ne jamais rien dire qui soit aisément réfutable. On reste toujours dans le vague. Reposez-vous, prenez soin de vous, ça ira mieux, votre santé en a besoin. Ça ne mange pas de pain. Si jamais vous prenez le pied ou vous attrapez le cancer, on ajoutera une hypothèse ad hoc pour expliquer qu'il y a des cas particuliers, qu'on parlait en général et que de toute façon, vous auriez dû prendre soin de vous plus tôt. Les diseuses de bonne aventure, continue Ferry, savent parfaitement faire les horoscopes à la chaîne qui ne sont jamais réfutables. Et il continue à la page suivante. Tant que le communisme n'est pas encore advenu, l'espoir est toujours plein. Pour rendre une forme réfutable, il faudrait par exemple indiquer une date, un moment précis de l'histoire. Marx pensait qu'en France, en Angleterre et en France, c'était pour bientôt, en quoi, comme vous voyez, il se trompait. Il n'avait bien entendu indiqué aucune date précise qui aurait permis de rendre la prophétie réfutable. Voilà. Donc, je vais partir de ces quelques réflexions de Luc Ferry pour rebondir sur la question de la falsifiabilité en astrologie et sur la façon dont l'astrologie que moi je défends peut être ou non falsifiable. Alors, on remarquera déjà une opposition tout à fait intéressante sur le plan épistémologique entre un propos ponctuel, hein, l'horoscope de la journée, et une prévision à plus ou moins long terme. Et c'est bien entre ces deux approches qui sont un peu celles de l'astropsychologie ou de la divination au présent, d'un côté, et vers une astrologie plus cyclique et plus universelle, moins individuelle, de l'autre côté, que l'astrologie du XXIe siècle se situe à la croisée des chemins. Il est un fait, et d'ailleurs les arguments de Ferry sont intéressants, il est un fait que dans bien des cas, les propos ne sont pas réfutables. Il dit par exemple que la théorie de la causalité est une théorie qu'on peut toujours, on peut toujours dire qu'il y a une cause plus ancienne, enfin bon, on peut toujours dire n'importe quoi en fait. Et il a raison. On peut aussi, quand on développe par exemple l'histoire du maillon faible chez Marx, pour expliquer pourquoi une révolution a éclaté à tel endroit et pas à tel autre, et bien là, on peut toujours dire on peut toujours dire qu'il peut y avoir autre chose encore qu'on n'a pas encore pris en considération et qui viendrait à. Bon, je veux dire que il n'a pas tort de dire cela et ça nous interpelle. Alors moi j'avais trouvé une formulation que j'ai la faiblesse de penser relativement intéressante par rapport à celles qui ont précédé, mais ça demande effectivement une réflexion. Mais le débat est bien posé. Le débat est bien posé. Dire, par exemple, je vais me faire un peu l'avocat du diable par rapport à mes travaux, voir comment on pourrait en faire une objection, comment on pourrait leur objecter. Dire que on est capable de distinguer entre des périodes de premier type et des périodes de deuxième type, des périodes qui correspondent à un premier processus de développement, une esquisse, une ébauche de développement,
et qui sont suivis inexorablement par un deuxième temps qui vient consolider, qui vient confirmer ce qui a été annoncé, au fond, c'est pas très loin du processus de procréation, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un fœtus, et puis un autre moment où il y a une naissance. Donc ça, je crois que on ne pourra pas contester que la thèse de la conception de la naissance ne soit pas scientifique, en tout cas, elle est effectivement falsifiable dans la mesure où on pourrait, essayer de... On ne peut pas véritablement contester ce résultat. Je veux dire par là qu'il est... on peut faire des hypothèses inverses, mais qui seront infirmées. Alors, la difficulté, ici, dans le cadre du cycle de 7 ans, puisque c'est de cela, c'est ce cycle qui est sur la sellette, de facto, et qui n'est pas l'astrologie telle que M. Ferry la connaît, et ça c'est ennuyeux que quelqu'un dise l'astrologie c'est ceci, c'est cela, alors que il y a plusieurs écoles d'astrologie, plusieurs façons de concevoir l'astrologie, et donc par conséquent, moi je ne suis pas responsable de tout ce qui se dit sur l'astrologie au nom de l'astrologie. Hein. Je crois que faut que ce soit extrêmement clair sur ce point. Donc j'aime pas beaucoup cette façon d'amalgamer tout ce qui se réfère à l'astrologie comme étant une seule et même discipline. Maintenant, effectivement, comme on dit, c'est un peu comme le de Christophe Colomb, il fallait y penser. L'idée, bon, je retiens en effet cette idée très intéressante que Ferry nous rappelle, à savoir qu'il faut dater les événements, il faut situer les dates. L'astrologie, une astrologie qui ne serait pas dans la datation, c'est une astrologie qui est dans le suicide quelque part. C'est-à-dire qu'elle ne va nulle part. Or, de plus en plus, de moins en moins d'astrologies sont dans la datation, ou plus exactement, la seule datation qu'ils connaissent chez beaucoup d'astrologues, c'est la datation de la date de naissance, ce qui n'est pas vraiment une prévision. C'était une prévision d'ailleurs à l'époque de Ptolémée, parce qu'on faisait des horoscopes par rapport en prévision de la naissance, justement. Ce que beaucoup d'astrologues n'ont pas compris, c'est que dans la tétrabible, les premiers chapitres sont consacrés à prévoir à quoi ressemblera l'enfant. Bon. Or, cette astrologie-là, elle a complètement disparu des soucis des astrologues actuels, puisque eux travaillent généralement sur la naissance, donc déjà l'enfant, on le connaît. Donc il y a tout un ensemble de prévisions concernant ce que va être l'enfant à la naissance, qui perdent totalement leur signification, puisque on a déjà cette information dès le départ, puisque on travaille sur quelqu'un qui est né. Donc on sait qui il est, on sait à quoi il ressemble, etc. Donc on trouve déjà cette astrologie de prénatale, elle n'a plus de raison d'être aujourd'hui, ou plus exactement, les astrologues ont renoncé à s'en servir. Je ne connais pas d'astrologue qui s'amuse à faire un thème de conception, par exemple, pour déterminer à l'avance à quoi ressemblera l'enfant. Pourtant, c'était bien dans cet esprit-là que le premier livre de la Tétrabible, a été, à mon avis, élaboré et conçu. Bon, je vous renvoie à mes textes à ce sujet. Alors, donc je me fais, comme je disais, l'avocat du diable, en disant, ben oui, finalement, oui, vous dites que tel événement est un commencement de quelque chose, correspond à un début de cycle, mais on pourrait aussi bien montrer qu'il y a eu un événement antérieur qui est la cause de cet événement dont vous nous parlez. Et donc par conséquent, votre propos n'est pas fondé. Mais l'astuce, je répondrai à cet avocat du diable qui essaye de dire, bon, effectivement, oui, bah, vous dites que ça c'est un point de départ, mais on peut toujours trouver un point de départ plus en amont. Eh bien, justement pas, mais à condition d'accepter qu'il y ait une typologie des événements. C'est-à-dire qu'il y a
des événements qui sont des événements qui débutent et des événements qui sont des événements qui aboutissent. Et je pense qu'on ne peut pas confondre ces deux types d'événements. Donc, je me porte en faux contre cet avocat du diable qui dit qu'on peut toujours trouver un événement en amont non, parce qu'effectivement, si l'événement A, que je considère, il est quelque part extrêmement modeste, extrêmement subtil, on ne va pas trouver quelque chose d'encore plus subtil en amont. En revanche, quand on s'adresse à un événement majeur, un événement fort, là en amont, on va effectivement avoir l'ébauche de cet événement. Donc là, il y a une méthodologie qui peut tout à fait être mise en place, qui consiste soit à dire qu'un événement fort est précédé d'un événement faible, mais qui l'annonce, qui permet de le prévoir. Et dans ce cas-là, on va faire un travail sur les dates auxquelles un événement fort se produit, la fenêtre dans laquelle un événement fort se produit, et on dira que la fenêtre précédente, dans le cycle de 7 ans, elle comporte un événement du même ordre, mais à une échelle avec une intensité beaucoup plus faible. Donc là, on a des dates précises, parce que le cycle de 7 ans, il n'a pas lieu à n'importe quel moment. Il n'est même pas axé sur la date de naissance. C'est un cycle mondial, c'est un cycle collectif, et donc à un moment donné, il correspond plus à quelque chose de très précis, à savoir une configuration astrale très précise. C'est pas les horoscopes avec tout le verbiage, tout le bavardage, etc., où on multiplie toutes sortes de facteurs. Là, il y a un seul facteur, il y a un seul cycle, et il y a 4 échéances qui se suivent, et en réalité, il n'y a que 2 échéances. Il y a la phase conjonctionnelle, précédée de la phase disjonctionnelle, point final. Et après, on redémarre avec un nouveau cycle de 7 ans. Bon. Donc, on est dans un système binaire. Et chaque fois, il y a un commencement et il y a un achèvement. Puis après, on redémarre, commencement, achèvement. C'est un petit peu comme, vous savez que j'aime bien cette formule des vases. Un vase qui au départ est vide, qui se remplit petit à petit, un peu comme la nouvelle lune. Et puis après, il arrive à sa culmination et à la pleine lune. Et donc, on peut quand même distinguer clairement ce qui est de l'ordre symboliquement de la nouvelle lune, bien sur le plan analogique, la nouvelle lune et la pleine lune. Hein, c'est complètement visuellement, c'est totalement différent. Ben, il faut imaginer qu'il y a des événements de type nouvelle lune et des événements de la pleine lune. En rappelant encore une fois que je ne travaille pas sur la pleine lune, la nouvelle lune, mais je parle sur le plan symbolique. Je travaille sur Saturne, donc je ne travaille pas sur la lune. Mais sur le plan symbolique, c'est bien ça dont il s'agit. Il faut arriver à distinguer ce qui est dans un registre initial, un registre mineur, et ce qui va ensuite donner naissance à quelque chose de beaucoup plus fort. Alors, je voudrais préciser sur ce point, de toute façon, on n'arrivera pas à régler le problème comme ça dans une petite vidéo. Je voudrais dire, par exemple, que en phase 1, comme c'est une phase qui est assez subtile, les débuts sont encouragés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il n'y a pas... Ça se fait en douceur, ça commence en douceur. Donc, il y a un climat qui favorise une nouvelle expérience sans mettre trop de pression. Ça, c'est la phase 1. Donc, on peut commencer quelque chose, une relation de couple, une relation associative, un projet quel qu'il soit, quelque chose comme ça qui se présente, mais qui n'est pas encore trop lourd, n'est-ce pas, à gérer. Et puis, au bout de 3 ans, mais ça c'est une façon de parler, parce qu'on peut très bien entrer dans une phase conjonctionnelle initiale au bout de la 2e année ou de la 3e année. Donc ça c'est un problème, c'est une période, c'est des périodes. Alors ça aussi il faudra l'accepter ou pas l'accepter. Mais à un moment donné, on va passer à la dimension supérieure, à la vitesse de croisière, et on a à ce moment-là une expérience, on a repris
on va retrouver ces marques, et à ce moment-là, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner une concrétisation à ce qui était ébauché, à ce qui était esquissé, ce qui était en point de suspension. On va lui donner une autre dimension, beaucoup plus concrète, beaucoup plus réelle, comme par exemple, en effet, dans le processus de la grossesse, tout le débat justement sur l'interruption volontaire de grossesse, il est bien là-dessus. Jusqu'à quel moment peut-on interrompre un processus et à partir de quel moment ne peut-on plus le faire? Eh bien, c'est exactement cela. Et d'ailleurs, dans la vie réelle, c'est un peu aussi comme ça que ça se passe. Quand une relation a commencé, jusqu'à quand peut-on encore l'interrompre? A-t-on le droit de l'interrompre? Et puis, au-delà de quel temps n'est-il plus possible en quelque sorte de l'interrompre? Eh bien, c'est tout à fait ça dont il s'agit. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Dans le cas de l'IVG, il est évident qu'on ne peut pas. Il faut intervenir à un certain moment, jusqu'à un certain moment, et après, c'est plus possible.